Bonsoir à vous tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir et pour la rencontre de ce soir, j'ai envie de vous proposer deux thématiques qui sont bien évidemment liées l'une à l'autre. La première thématique autour du droit, le droit des sociétés, à savoir les règles communes en matière de société, bien sûr société française en France. Et la deuxième partie de la soirée, je voudrais qu'on évoque la thématique qui est toujours relative aux sociétés françaises, mais cette fois-ci autour de leurs spécificités. Quelles sont les règles spécifiques au niveau des sociétés françaises? Pour commencer, on va commencer par les règles communes et après je vous invite à aller ensemble dans la deuxième partie de la conférence vers les règles spécifiques. Avant toute chose, j'aimerais bien qu'on rappelle les fondamentaux, à savoir, à l'origine aujourd'hui en France, de toute société, je n'ai pas dit association, j'ai dit bien société, il existe un acte de volonté. Et juridiquement parlant, l'acte de volonté est un contrat qu'on peut mettre en place entre deux ou plusieurs personnes, ou voire ça peut être l'acte de volonté unilatéral d'une seule personne. Quoi qu'il en soit, c'est considéré comme un acte de volonté. On va rentrer dans les détails plus tard. Malgré bien sûr l'introduction dans le droit français des sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire à associés ou actionnaires uniques, on continue de présenter la société aujourd'hui en France comme étant un contrat. Et bien sûr, qui, pour être valable, doit répondre impérativement aux règles de validité de l'ensemble des contrats tels qu'on trouve dans le Code civil. On va revenir sur ces conditions de validité plus tard. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on puisse définir ensemble et rappeler la définition telle qu'elle se trouve dans le Code civil et bien sûr la définition des sociétés françaises. Mais on peut aussi, et malgré tout, se poser la question suivante: pourquoi la société ou la définition de la société se trouve dans le Code civil? Il est logique, la définition du terme société se trouve dans le Code civil, tout simplement parce que le Code civil, dans une partie du Code civil, on va retrouver l'ensemble des règles relatives au contrat. Ce sont des règles fondamentales qui peuvent être valables pour tout type de contrat. Et comme on vient de dire que la société est basée sur la règle contractuelle, de ce fait, il est logique qu'on trouve la définition de la société dans le Code civil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Code civil et de quelle manière il va définir la société? Le Code civil définit la société de la manière suivante. Il s'agit d'un groupement institué par une, ou plutôt pour commencer par deux ou plusieurs personnes. Et en matière de droit, je vous le rappelle, quand on dit personne, on sous-entend des personnes physiques ou des personnes morales qui vont convenir, qui conviennent, c'est-à-dire qui se mettent d'accord. C'est-à-dire ils ont engagé leur consentement, leur accord. Et ça, c'est aussi un terme très important dans la définition de la société. Convenir par un contrat, vous voyez ce que je viens de vous dire, la base de la société en France, c'est une base contractuelle. Par un contrat d'affecter, d'attribuer, c'est-à-dire de mettre en place des apports, à une entreprise commune. Qu'est-ce qu'on veut dire par entreprise commune? C'est tout simplement un effort commun. Et entreprise commune, des biens ou leur industrie. Des biens, on peut apporter des biens en nature, des biens en numéraire ou leur industrie. Qu'est-ce que l'industrie dans ce cadre-là? L'industrie, c'est l'ensemble des compétences et des savoir-faire qu'on peut bien sûr apporter à une société en vue, je complète la définition, en vue de partager des bénéfices, c'est-à-dire juridiquement parlant, la société est là pour faire des bénéfices et pas que faire des bénéfices, mais aussi de partager ces bénéfices-là ou de profiter bien sûr de l'économie qui pourra en résulter de cet effort, c'est-à-dire notre effort d'engagement, c'est-à-dire le fait d'être associé ou actionnaire dans une société. Mais elle n'est pas encore complète, la définition. Pour la compléter, il faut dire la chose suivante. Elle peut être
Parce que là, on vient de dire, elle peut être instituée par 2 ou plusieurs personnes. Qu'en est-il des sociétés à associer à actionnaire unique? C'est pour ça la définition de la société dans le Code civil a été complétée de la manière suivante. Elle peut être instituée par et dans le cadre prévu par la loi, par l'acte de volonté. Vous voyez, on revient sur l'acte de volonté. C'est quand une personne s'engage seule sur cet effort, c'est-à-dire à être associée ou actionnaire dans une société. Acte de volonté d'une seule personne, et bien évidemment, quand on parle ici de personne, c'est toujours, on suppose, personne physique et ou personne morale. Les associés, bien sûr, on vient de dire qu'ils peuvent dégager les bénéfices et partager les bénéfices, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se désengager de nos responsabilités. C'est pour ça, la fin de la définition marque la chose suivante. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Comme il est donné la faculté et l'avantage aux associés de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie, d'accord? Ils sont, bien sûr, ils vont s'engager, d'accord, s'obliger de contribuer aux pertes. Mais bien sûr, la contribution aux pertes n'est pas à la même hauteur selon les différentes formes juridiques des sociétés. On les verra dans la partie relative aux règles spécifiques aux sociétés. Voilà dans un premier temps. Alors, avant tout, il fallait quand même définir comment est définie la société en France. Alors, bien évidemment, à partir de cette définition, on peut dire que l'acte juridique, on est dans le cadre contractuel toujours, est soumis en premier aux 4 règles de validité posées dans le Code civil et suivant bien sûr et également applicables aux actes juridiques unilatéraux, c'est-à-dire pour toutes les sociétés à associés uniques ou à actionnaire unique. Alors, vous voyez, on rappelle que la base même de la société, c'est une base contractuelle. Si le contrat n'est pas conforme aux règles de validité, on peut le remettre en cause, on peut aller jusqu'à la nullité du contrat de société. Mais quand on dit annuler le contrat de société, c'est-à-dire la disparition de la société. Et là, les conséquences peuvent être très graves. Alors, allons-y pour voir quelles sont ces règles de validité du contrat de société. Le contrat de société étant un contrat, il doit répondre impérativement aux 4 règles fondamentales, d'accord, pour qu'un contrat soit valide, à savoir, dans un premier temps, la capacité des associés. La deuxième condition à respecter, c'est le consentement. La troisième règle, c'est l'objet, d'accord, pourquoi on va constituer une société ensemble. Et bien sûr, la dernière condition, la 4e et dernière condition, c'est la cause. On va voir ensemble, petit à petit, chacune de ces conditions, quelle est bien sûr sa portée, etc., etc. La première question quand on se pose, c'est la capacité des associés. Et là, on va essayer de les travailler sous 3 angles différents. Le premier angle, à savoir, qu'en est-il des associés mineurs? Est-ce que les mineurs peuvent être associés ou pas dans une société? Après, qu'en est-il des associés majeurs? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques quant à la majorité? Et bien sûr, le 3e angle sous lequel j'aimerais bien étudier justement cette condition avec vous, c'est bien sûr, il s'agit là des personnes morales. Est-ce qu'elles peuvent être associées ou pas, etc., etc. Alors allons-y voir dans un premier temps au niveau des mineurs. Il peut bien sûr un mineur être associé des sociétés où la qualité de commerçant, c'est-à-dire dans les sociétés où on ne va pas exiger la capacité juridique des associés, à savoir les sociétés à responsabilité limitée, comme la SARL, Société à responsabilité limitée, comme la SAS, Société par action simplifiée, comme la SA, Société anonyme, etc. Ou illimitée, par exemple, mais dans le cadre des sociétés, par exemple, civiles. Les sociétés civiles, par exemple, je peux citer, la société civile immobilière, là,
des mineurs. Le mineur non émancipé, d'accord, sachant que dans la règle juridique, l'émancipation, on peut la demander à partir de 16 ans révolus, peut devenir associé par l'entremise, bien évidemment, par l'intermédiaire de ses responsables légaux ou ses parents qui peuvent être et qui peuvent signer à sa place. Mais on peut mettre son nom en tant qu'associé à part entière. Et c'est pour ça on voit souvent et régulièrement des sociétés à responsabilité limitée dites familiales, c'est-à-dire là où les parents ainsi que les enfants sont tous associés dans la même société. Alors, c'est la clarification, plutôt les règles en matière de minorité ou pas, si la personne est mineure ou majeure. Qu'en est-il des majeurs? Les majeurs, vous savez qu'en matière de droit civil, la majorité est acquise d'office, sauf cas particulier, c'est-à-dire quand on a l'âge légal de la majorité qui est en France à 18 ans, c'est la majorité de principe. Mais par contre, on peut atteindre cet âge et être frappé d'une incapacité juridique. Et là-dessus, on va dire que la personne est incapable juridiquement parlant. C'est une personne qui est majeure, mais non capable. Tout majeur, d'accord, qu'il soit ou non protégé, c'est-à-dire qu'il soit capable ou pas, a la faculté de faire annuler l'acte qu'il a passé s'il prouve qu'il était, au moment où il a signé l'acte, c'est-à-dire il a conclu les statuts en question, sous l'emprise d'un trouble mental. Le trouble mental, ça peut aller, je sais pas, entre autres l'alcool, traumatisme après accident, etc., etc. Le majeur sous curatelle ne peut être associé dans les sociétés qui vont requérir, qui vont exiger la qualité de commerçant. Dans le cadre du majeur sous tutelle, et bien sûr, est dans la même situation qu'un mineur en tutelle, c'est-à-dire il peut être associé dans les sociétés qui ne vont pas exiger la qualité de commerçant ou la capacité juridique, telles que les sociétés commerciales comme la SARL, la SAS, mais il ne peut en aucun cas être associé, par exemple, dans une société en non collectif. Là, on exige la capacité de l'ensemble des associés. Alors, qu'en est-il du majeur, mais qui n'a pas la nationalité française? Est-ce qu'il peut être associé dans une entreprise française? Et les étrangers peuvent entrer dans les sociétés françaises. Bien sûr, pour la carte dans ces cas-là de commerçant étranger est exigée, non seulement lorsque la qualité d'associé implique celle de commerçant, mais aussi quand l'étranger exerce des fonctions de direction, c'est-à-dire gérant, membre du conseil d'administration, président directeur général, c'est-à-dire qui fait partie du pouvoir de contrôle de la société. Mais un étranger peut tout à fait être associé dans le cadre d'une société qui ne va pas exiger la qualité ou la capacité juridique, parce que dans cette société, qu'on soit de nationalité française ou pas, on peut être associé. Dans les sociétés qui vont requérir plutôt la qualité de commerçant, c'est-à-dire la majorité, là on va voir sous quel titre de séjour la personne qui n'est pas de nationalité française. Si elle est résidente française, c'est-à-dire elle a le titre de la résidence, son cas va être traité comme une personne ayant la nationalité française. Pour toute personne qui est étrangère, mais qui est ressortissante d'un pays de l'Union européenne, on va lui regarder son dossier avec les mêmes règles qu'une personne ayant la nationalité française. Mais bien sûr, les personnes n'ayant pas la nationalité française, mais n'ayant pas une nationalité qui ne sont pas ressortissants d'un des pays de l'Union européenne, là, et qui n'ont pas la résidence française, là, on va essayer de voir quelle est la capacité juridique dans leur pays d'origine. Nous, en Europe et en France, la capacité juridique, c'est-à-dire la majorité, est à 18 ans. Mais d'autres pays
on peut être à 21 ans. Alors, il faut regarder par rapport à son pays d'origine. Mais quoi qu'il en soit, dans les sociétés à risque limité, peu importe qu'on soit de nationalité française ou pas, on peut devenir des associés. C'est ce qu'il faut retenir prioritairement. Pardon. Maintenant, qu'en est-il de la personne morale? On a dit, vous vous rappelez, qu'on va essayer de regarder la capacité des associés sous 3 angles. Le premier, la majorité, la minorité, pardon, la majorité qu'on a évoqué. Et là, le troisième angle, c'est l'angle qui est relatif aux personnes morales. Est-ce qu'une personne morale peut être associée dans une société? La personne morale de droit privé peut être et peut devenir associée d'une société. Quelles sont les spécificités dans ces cas-là? Par exemple, le recours à une personne morale pour être associé dans une société ne doit en aucun cas être un moyen détourné à une personne qui est déjà interdite de gérer ou de s'immiscer ou d'administrer une société, de pouvoir intégrer une autre société. Là, dans ces cas-là, c'est la limite, c'est une interdiction. Après, une association, elle peut tout à fait, et souvent on se pose la question, est-ce qu'une association peut devenir, association bien sûr, personne morale, peut devenir un associé d'une entreprise? Bien sûr, il n'y a pas de limite. Une association peut tout à fait devenir associée dans une société privée, de droit privé. Le URL, c'est-à-dire l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, peut être aussi associée unique d'une autre société, mais une EURL ne peut être associée unique d'une autre EURL. D'accord? C'est la seule limite dans ces cas-là. Alors, voilà les spécificités quant aux personnes morales et quant à leur capacité d'être associées dans une société. Voilà au niveau de la première condition, on a dit ensemble, c'est la condition de la capacité juridique. La deuxième condition de validité de notre contrat de société, on l'a dit ensemble tout à l'heure, il s'agit du consentement. Le consentement, quand on signe un contrat, on dit toujours, il faut que les parties qui s'engagent, qui s'obligent autour de ce contrat, il faut qu'elles soient consentantes et que leur consentement soit dépourvu de vices. Ben, c'est la même règle, on est d'accord, qu'on va mettre en application dans le cadre de notre contrat de société, à savoir, on peut annuler l'effet du contrat du moment où il y a un dol. Qu'est-ce que le dol? C'est tout agissement frauduleux, d'accord, qui va inciter la réalisation du contrat. Je viens de recevoir une question, qu'est-ce qu'une EURL? Une EURL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire c'est une SARL, mais à s'associer unique. Dans la SARL, on a au moins 2 associés, ok? C'est-à-dire société à responsabilité limitée. L'EURL, c'est le socle juridique de la SARL, mais là, l'ensemble des parts sociales se retrouve entre les mains d'une seule personne. C'est une SARL associée unique. C'est ça l'EURL. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et je reviens sur le consentement. On dit qu'il doit être dépourvu de vice, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit établi sur un dol, sachant que le dol, c'est tout agissement frauduleux qui va inciter la réalisation du contrat. Il faut aussi, le deuxième vice qui peut annuler l'effet du contrat, c'est la violence, c'est-à-dire toute pression, manipulation, intimidation, etc., pour qu'on puisse signer ou s'accorder à être associé avec les autres. Le troisième vice qui annule l'effet du contrat, c'est la lésion. La lésion, ça veut dire, on entend souvent et on utilise souvent dans les expressions régulières, oh j'ai été lésé ou tel a été lésé par son contrat. C'est quoi la lésion? C'est le fait qu'il y a un déséquilibre avéré entre les avantages des co-contractants. C'est-à-dire, dans d'autres termes, je ne peux pas exiger des autres associés
ok, je peux leur dire, je peux être associé avec vous, mais quand il y a des bénéfices, j'aimerais bien récupérer l'ensemble des bénéfices, mais quand il y a des pertes, c'est à vous de supporter les pertes. Vous voyez, là, dans ce contrat de société, on voit qu'il y a un réel déséquilibre entre les avantages des associés. Et dans ce cas-là, on parle de lésion. Voilà la condition, la deuxième condition de validité qui est basée sur le consentement éclairé. Qu'en est-il de la troisième condition? On a dit que l'objet, il faut qu'il soit, c'est-à-dire la société va exercer une activité qui soit conforme à l'ordre public et bien sûr aux bonnes mœurs. Il faut que l'activité de la société soit licite, légale. Je ne peux pas, par exemple, créer une société de fabrication de drogue. D'accord? La drogue étant un produit, est un produit illicite. Je viens de voir qu'il y a une question. Est-ce que l'erreur n'est pas incluse ou inclus plutôt, dans les vices de consentement du contrat de société? Si, elle est inclue, mais l'erreur, contrairement aux 3 vices que j'ai cités, l'erreur n'implique pas la nullité du contrat. D'accord? Et si il s'agit d'un vice, mais ce n'est pas un vice qui va inciter la nullité du contrat. Et c'est pour ça je prends le raccourci et je dis juste les 3 vices qui ont pour effet l'annulation du contrat de société. D'accord? Alors oui, la question est très pertinente. Il s'agit d'un vice, l'erreur. Un associé, j'ai une autre question. Un associé peut-il se retirer à tout moment? Quelles sont les conséquences pour l'entreprise? Alors, si vous voulez, il peut pas se retirer. C'est pas une question je suis salarié ou pas. Un associé, pour qu'il puisse se retirer, il faut qu'il puisse céder ses parts sociales. Imaginons qu'on prenne l'exemple d'une SARL. Dans le cas d'une SARL, si je suis associée, c'est que ça veut dire je suis détentrice de parts sociales. Or, je peux ne pas m'impliquer, d'accord, à 100%, en disant voilà, les affaires tournent bien, moi j'ai investi, j'ai des parts sociales, quand il y a des bénéfices, et si l'Assemblée générale vote la redistribution partielle, etc., des bénéfices, je récupère. Sinon, de toute façon, dans les pires des cas, si la société est mise en liquidation, je perds mes apports parce que je suis dans le cadre d'une société à risque limité. Mais imaginons que je voudrais me retirer de la société. Là, il faut que je trouve un moyen de céder mes parts. Et pour la cession des parts, il faut faire attention. On va regarder les clauses contractuelles, c'est-à-dire les clauses des statuts de la société. Si, par exemple, mes associés peuvent, c'est-à-dire d'un commun accord, on a signé ensemble les statuts, on les a signés ensemble. Imaginons qu'on a convenu qu'on ne peut céder à une tierce personne sans l'accord des autres associés. On peut inclure ce genre de clause dans le contrat de société, c'est-à-dire dans les statuts. Dans ces cas-là, je ne peux céder mes parts sociales à une tierce personne sans que mes associés soient d'accord. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et c'est-à-dire, je peux pas me retirer comme ça. Et si mes parts, il y a un conflit parce que voilà, les autres associés m'empêchent de partir parce qu'ils veulent pas que je cède mes parts à des tierces personnes, ils veulent pas non plus me racheter les parts, il peut y avoir, et si je détiens assez de parts sociales, c'est-à-dire plus que la majorité ou autre, je peux mettre en place un blocage et là, on peut passer par la voie judiciaire. Alors, c'est pas si évident que ça. Moi, je dis toujours de se retirer d'une société. C'est pour ça que je dis avant, c'est un contrat, on s'engage pas sur un contrat d'une manière ni naïve ni intuitive. C'est un engagement, peu importe les sommes sur lesquelles on va s'engager, c'est un engagement. Et c'est un partenariat, c'est une association avec les autres. Alors, il faut qu'on étudie le sujet avant et qu'on étudie surtout les clauses contractuelles qui se trouvent dans les statuts de la société.
D'accord? Ça, c'est au niveau pour répondre justement à vos questions. Et là, je reviens à l'objet. L'objet social est déterminé, comment on le détermine dans les statuts? C'est tout simplement il est déterminé par les statuts et il va représenter l'activité ou les activités principales de la société. Et cet objet, on va l'appeler l'objet social dans le cadre de la société. Et l'objet social est bien sûr le fondement même et la limite des pouvoirs des dirigeants dans une société. Je vois que j'ai reçu d'autres questions. Pour une SARL, quand est-ce que l'associé doit recevoir ses dividendes après le bilan, s'il est positif? Bien sûr, pour qu'il y ait dividende, il faut qu'il y ait bénéfice. On ne peut pas partager une chose qu'on n'a pas. D'accord? Si le résultat est négatif, bien évidemment, on n'est pas excédentaire. Si on est déficitaire, on peut pas dégager des dividendes. Et bien évidemment, lors de l'assemblée générale ordinaire, du moment où on va évoquer la question relative à la gestion de l'entreprise, au bilan, etc., etc., s'il y a un excédent, c'est-à-dire s'il y a des bénéfices, on décide d'un commun accord comment partager ou pas. On peut mettre en réserve les bénéfices, mais s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de dividende. Ça, c'est dans ce sens-là qu'on va fonctionner. Et le tout se décide par une assemblée générale ordinaire qui est obligatoire au moins une fois par an. Voilà. Il y a un cas exceptionnel pour les SARL. Quand on connaît sur le sujet, je vais aller jusqu'à le bout de l'idée, jusqu'au bout de l'idée, en disant que pour la SARL, il y a une exception. Il est accepté, si c'est stipulé bien sûr dans les statuts, que les associés puissent être consultés par écrit sans passer systématiquement par une assemblée générale ordinaire. C'est la seule exception qu'on peut faire. Voilà. OK. Alors, pour finir sur ma première partie, j'ai besoin juste pour conclure, vous parler de la cause. Qu'est-ce que la cause? Si l'objet, c'est le pourquoi, d'accord? La cause, c'est pour, plus loin quoi? C'est-à-dire, quelle est la finalité? Il convient bien sûr de distinguer, dans ce cas-là, la cause objective de la cause subjective. La cause objective, elle est relative et elle va se confondre avec l'objet qu'on a déjà travaillé ensemble. La clause, ou plutôt la cause subjective, va nous renvoyer au mobile, c'est-à-dire la finalité. Pourquoi? Pour quelle raison on a voulu s'associer ensemble, c'est-à-dire la cause de notre engagement, qui doit être bien sûr exempte de fraude. On ne va pas s'associer pour ou détourner des fonds ou pour déshériter quelqu'un, parce que ça peut être le cas, etc., etc. Il faut que la cause soit pareille, légale et qui n'ait pas pour finalité de fraude, d'accord, de porter la création de la société sur une base frauduleuse. Voilà quant à la première partie. Comme d'habitude, ce qu'on fait d'habitude, je vais vous exposer quelques questions sous forme de QCM. Je laisserai une minute de réflexion. Pendant ces temps, je vois qu'il y a d'autres questions que vous êtes en train de me poser. Je vais les lire et dans la foulée, on corrige ensemble le QCM et je réponds à vos questions. Alors, je reprends la main et on va corriger le QCM ensemble. Mais avant de le corriger, je voudrais répondre à vos questions. Alors, on a la première question. Est-ce qu'il y a les 4 vices de procédure, c'est-à-dire les 4 vices de fond, hein, pas de procédure, mais plutôt de fond, hein, au niveau de la formation du contrat, le dol, la violence, pas la liaison, la lésion. On l'écrit L-E accent aigu S-I-O-N. Et la quatrième que vous avez évoquée, j'ai pas voulu l'évoquer parce qu'elle ne porte pas la nullité du contrat, c'est l'erreur et non pas l'objet comme vous l'avez marqué
vous. Après, j'ai une deuxième question. Afin de prouver qu'au moment de la signature, une partie était c'est-à-dire incapable, etc., est-ce que la démarche est juridique vis-à-vis des tribunaux ou par d'un commun accord? Alors, je tiens à attirer votre attention sur le fait que au niveau de la protection de l'adulte, on a 3 niveaux de protection de l'adulte. Le premier niveau, c'est la sauvegarde de justice. D'accord? C'est une protection qui est temporaire, dans le temps, bien sûr, parce qu'on part du principe que la personne est frappée d'une incapacité momentanée et qu'elle peut retrouver l'ensemble de ses facultés. Dans ces cas-là, bien sûr, la demande de la mise sous sauvegarde de justice est faite par voie judiciaire, bien évidemment, auprès des juges des tutelles, du tribunal d'instance. On va voir, comme il y a la réforme là aujourd'hui, on va voir si ça va rester dans le cadre de cette compétence ou pas. On verra d'ici quelques mois. Le deuxième niveau de la protection de l'adulte que j'ai cité, c'est la curatelle. D'accord? Dans ce niveau de protection de l'adulte, c'est une mesure de protection qui est bien sûr qui va protéger l'adulte, mais pas pour tous les actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire, il va agir, il peut s'engager sur des choses ou pas. La signature, par exemple, d'un contrat de société, c'est-à-dire être associé, là, comme je l'avais évoqué, vous avez compris les règles. Et pour la troisième, dans ces cas-là, c'est la mise sous tutelle. Quand on est sous curatelle, on ne peut pas s'engager sur des sommes importantes et quand on est sous tutelle, on ne peut pas s'engager par nous-mêmes. C'est-à-dire, notre engagement est nul. Ok. Alors bien sûr, par quelle voie? Est-ce que systématiquement par voie judiciaire, on peut prouver la chose? Bien sûr, le plus important, c'est qu'il y ait un échange, un commun accord. Si on n'arrive pas à obtenir gain de cause à travers des négociations, là, on peut passer par voie judiciaire où on peut prouver le contraire, bien évidemment. D'accord. Après, j'ai une question. La condition de la cause n'a-t-elle pas disparu depuis la réforme de 2016? Bien sûr, c'est à travers l'article 1126. On a 3 maintenant conditions majeures. Je préfère quand même les différencier l'objet, même s'il s'agit d'un objet qui est certain et qui est dépourvu de fraude. Mais juste pour faire la distinction, ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que j'ai parlé de la cause objective ou subjective. Or, avec la réforme, on a maintenu la cause objective. Et voilà. Ça, c'est vrai que depuis 2016, c'est exactement le cas. Et bien sûr, sur le contrat de société, mais c'est important de rappeler que dans l'objet, on peut rappeler, ou plutôt la cause, c'est l'objet, c'est la cause objective qui est l'objet en ce moment, parce qu'il est très proche du fondement de l'essence de l'article 1108 du Code civil qui évoquait les 4 fameuses conditions. Alors, je crois que je ne sais pas si j'ai d'autres. Oui, un apport en numéraire, en nature, à l'industrie. Là, je ne vais pas, par contre, cette question, je ne vais pas répondre tout de suite parce qu'on va l'évoquer dans la deuxième partie de la thématique relative aux spécificités des entreprises françaises. Et là, je vous invite à corriger ensemble le QCM et on enchaîne. Question 1, caractériser, c'est-à-dire préciser quels sont les apports suivants. Un chèque de 1 000 €, c'est un apport en numéraire. Une fourgonnette, c'est un apport en nature. Un fonds de commerce, c'est un apport en nature, le fonds de commerce. Une compétence en informatique, une compétence, un savoir-faire, on l'a dit dans la définition de la société, il s'agit là d'un apport en industrie. La deuxième question,
les conditions de validité de tout contrat s'appliquent au contrat de société. Vrai ou faux? Bien évidemment, c'est vrai, on vient de le dire. Qu'est-ce qu'un apport en industrie? Je crois que l'explication a été donnée, mais on va quand même être sûr et valider la réponse ensemble. L'apport d'un bien industriel ou l'apport de ses compétences ou de son savoir-faire ou l'apport d'un bien meublé à caractère industriel. Bien sûr, c'est la deuxième réponse qui est la correcte, c'est l'apport de ses compétences et de ses savoir-faire. La quatrième question, comment est fixée la nationalité de la société? Au regard de son siège social, au regard de son objet social ou au regard de son capital social? Bien sûr, c'est au regard de l'implantation, c'est-à-dire de son siège social. Si le siège social est implanté en France, la société, elle est fiscalement rattachée à la France, de ce fait, elle est française. La cinquième question, une société a-t-elle la personnalité morale? À quel moment? Dès la conclusion du contrat de société, c'est-à-dire du moment où quand on est associé, on a signé les statuts. Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et ou plutôt après le dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le simple dépôt et le reçu de dépôt ne suffisent pas. La société est considérée toujours qu'elle est en formation. Elle devient personne morale, elle va acquérir la personnalité morale du moment où elle va être immatriculée au registre, c'est-à-dire le moment où on va lui attribuer son numéro de sirène, c'est le numéro d'identité de la société qui est née. Pour finir sur ce QCM, la sixième question, en principe, à quelle hauteur s'élève la responsabilité des associés d'une SARL? Est-ce que c'est limité au capital social de la société? C'est limité au montant de leur apport au capital social ou c'est limité au capital social de la société qui doit être divisé par le nombre d'associés? Non, c'est limité au montant de leur apport. C'est-à-dire, si j'ai apporté 5 000 €, ça sera le montant de ma perte en cas de liquidation de la société.